Je fixais mon garage vide, la tache d'huile sur le sol en béton, seule preuve que ma Cadillac Eldorado de 1967 avait jamais existé. Mes mains tremblaient alors que j'agrippais le cadre de la porte, essayant de digérer ce que Mélissa venait de me dire avec une telle indifférence désinvolte. « J'ai vendu ta vieille Cadillac pour 40 000 $, a-t-elle annoncé derrière moi, sa voix portant ce ton qu'elle utilisait quand elle pensait avoir fait quelque chose de particulièrement malin. L'acheteur est venu ce matin pendant que tu étais à ton rendez-vous chez le médecin. Je me suis tourné lentement, mes articulations de 70 ans protestant, et j'ai regardé la femme avec qui j'étais marié depuis 38 ans. Elle se tenait là, dans l'embrasure de la porte de notre cuisine, les bras croisés, arborant ce sourire satisfait que je connaissais si bien. Derrière elle, je pouvais voir notre fils Michael et notre belle-fille Jennifer échanger des regards approbateurs. « Tu as vendu ma voiture. » Les mots sont sortis à peine au-dessus d'un murmure. J'avais l'impression que quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et serré mon cœur avec un poing de fer. « Oh, Arthur, ne sois pas si dramatique. » Mélissa a agité la main avec dédain. Elle prenait juste la poussière. « Quand est-ce que tu as conduit ce truc pour la dernière fois? Il y a 6 mois? 1 an? » Michael s'est avancé, posant sa main sur mon épaule de cette manière condescendante qui me donnait la chair de poule. « Papa, maman t'a rendu service. Tu as 70 ans. Tu n'as pas besoin de te promener dans une vieille guimbarde qui boit de l'essence. Pense juste aux économies d'assurance. » Jennifer a hoché la tête avec enthousiasme, faisant sauter notre petit-fils de 18 mois, Tommy, sur sa hanche. « Et puis 40 000 $. C'est une petite fortune, papillard. Tu pourrais acheter quelque chose de pratique. Peut-être une belle berline avec de bonnes notes de sécurité. » Je voulais crier. Je voulais leur dire qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient fait. Que cette voiture n'était pas juste un moyen de transport pour moi. Mais quand j'ai ouvert la bouche, rien n'est sorti. Les mots sont restés coincés dans ma gorge comme toujours quand j'essayais d'expliquer quelque chose d'important à cette famille. Nous allons avoir un dîner de célébration, a continué Mélissa, dépensant déjà mentalement de l'argent qui appartenait à quelque chose de précieux pour moi. Je pense à ce nouveau restaurant de grillade en ville, celui avec les entrecôtes à 40 $. On mérite bien de se faire plaisir après une décision financière aussi intelligente. Décision financière intelligente. J'ai fermé les yeux et me suis appuyé contre le mur du garage. Si seulement ils savaient. Si seulement l'un d'entre eux s'était jamais donné la peine d'écouter quand j'essayais de leur parler de voitures, d'histoire, des choses qui comptaient pour moi. « Papa, ça va ?» La voix de Michael semblait venir de loin. « Tu as l'air pâle. » J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Comment pouvais-je expliquer qu'il venait de vendre une partie de mon âme? Comment pouvais-je leur faire comprendre que la Cadillac n'était pas juste une voiture, mais le dernier lien tangible que j'avais avec mon père? Le pire, c'était à quel point ils semblaient tous satisfaits d'eux-mêmes. Mélissa était déjà au téléphone, probablement en train de faire des réservations pour le dîner. Jennifer roucoulait à Tommy en lui disant que grand-père allait lui acheter plein de jouets avec l'argent de sa voiture. Michael hochait la tête d'un air approbateur comme s'il avait personnellement supervisé une brillante transaction commerciale. Aucun d'entre eux ne m'a demandé ce que j'en pensais. Aucun d'entre eux n'a envisagé que peut-être, juste peut-être, j'aurais dû être consulté avant qu'ils ne disposent de ma propriété. Dans leur esprit, je n'étais qu'un vieil homme confus qui avait besoin de leurs conseils pour prendre des décisions intelligentes. Je suis rentré dans la maison et me suis assis lourdement dans mon fauteuil inclinable, le même fauteuil auquel j'avais été relégué ces 5 dernières années alors que ma famille me traitait de plus en plus comme un meuble. Mélissa s'affairait dans la cuisine, parlant avec enthousiasme d'amuse-gueule et d'accord mais vain tandis que Michael et Jennifer discutaient de la manière dont je devrais investir l'argent. Un certificat de dépôt serait le plus sûr, disait Jennifer. À son âge, il ne peut pas se permettre de prendre des risques en bourse. Ou peut-être devrions-nous l'aider à ouvrir l'un de ses comptes d'épargne à haut rendement, a ajouté Michael, pour le garder liquide au cas où il en aurait besoin pour des frais médicaux. Il parlait de moi comme si je n'étais pas assis à 3 mètres de là, comme si j'étais déjà mort et qu'il se partageait ma succession. L'argent de ma voiture, la voiture de mon père, était devenu leur manne à gérer. J'ai pensé au jour où mon père m'a donné cette Cadillac. J'avais 22 ans, fraîchement diplômé de l'université, sur le point de commencer mon premier vrai travail. Papa l'avait acheté neuve en 1967. Bleu nuit avec un intérieur en cuir blanc, et il avait bichonné cette voiture pendant 15 ans avant de me la transmettre. Prends en soin, Arthur,
avait-il dit, passant sa main usée sur le capot immaculé. Elle a du caractère, pas comme ces tas de plastique qu'il fabrique maintenant. J'avais conduit cette voiture pour mon premier travail, pour mon mariage, à l'hôpital quand chacun de mes enfants est né. J'avais passé d'innombrables week-ends dans le garage avec mon père, apprenant à l'entretenir, à apprécier le savoir-faire qui se cachait dans chaque détail. Même après le décès de papa il y a 10 ans, travailler sur cette Cadillac, c'était comme passer du temps avec lui. Mais essayer d'expliquer ça à Mélissa. Essayer de lui dire que certaines choses ont une valeur au-delà de leur prix. J'avais appris depuis longtemps que ma femme voyait tout à travers le prisme de l'utilité immédiate. Si quelque chose ne servait pas un but évident dans sa vie quotidienne, c'était un encombrement à éliminer. Arthur, arrête de bouder. La voix sèche de Mélissa a coupé court à mes souvenirs. On fait quelque chose de bien avec l'argent en famille. N'est-ce pas ça qui compte? Je l'ai regardée. Cette femme qui avait partagé mon lit pendant près de 4 décennies mais qui ne m'avait jamais vraiment connu. Tu aurais dû me demander d'abord. Elle a ri. A vraiment ri. Te demander, chérie? On sait tous les deux que tu aurais dit non. Tu m'aurais donné 100 raisons pour lesquelles cette vieille voiture devait rester dans notre garage pour toujours, prenant de la place qu'on pourrait utiliser pour quelque chose d'utile. Elle m'était utile. Rester là, couverte de poussière, c'est utile? Est intervenue Jennifer. Papillard, tu ne l'as même pas démarré depuis des mois. Ce n'était pas vrai, mais je n'ai pas pris la peine de la corriger. J'avais démarré la Cadillac tous les dimanches matins, comme mon père me l'avait appris. Je la laissais chauffer pendant que je vérifiais les niveaux de liquide et la pression des pneus. Parfois, je la sortais pour un court trajet dans le quartier, sentant la puissance douce de ce moteur V8 de 428 pouces cubes ronronner sous le capot. Mais ils n'ont jamais vu ces dimanches matins. Ils n'ont jamais été témoins de mon rituel hebdomadaire de connexion avec le passé. Dans leur monde, s'ils n'observaient pas quelque chose se produire, cela n'existait tout simplement pas. Mon téléphone a sonné, surprenant tout le monde. L'identification de l'appelant affichait un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose m'a dit de répondre. Est-ce Arthur Stevenson? La voix à l'autre bout du fil semblait frénétique, presque paniquée. Oui, c'est Arthur. Monsieur, c'est Bill Patterson de Patterson Classic Cars. Je dois vous poser une question très importante. M'avez-vous vendu une Cadillac Eldorado de 1967 aujourd'hui? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. La pièce est devenue silencieuse alors que ma famille sentait que quelque chose n'allait pas, Ma femme s'est occupée de cette transaction. Monsieur, je dois vous demander de m'écouter très attentivement. La police est ici. Ils posent des questions sur cette voiture, et je dois savoir. Êtes-vous absolument certain d'avoir autorisé cette vente? Le téléphone a glissé de mes doigts tremblants et a retenti sur le sol. Le visage de Mélissa était devenu blanc comme neige. Michael et Jennifer me fixaient avec de grands yeux confus. Depuis le téléphone tombé, je pouvais entendre la voix de Bill Patterson devenir plus urgente. Monsieur Stevenson? Monsieur Stevenson, êtes-vous là? Monsieur, pourquoi la police me pose-t-elle des questions sur des biens volés? Le silence dans notre salon était assourdissant après que j'ai raccroché avec Bill Patterson. Mélissa se tenait figée dans l'embrasure de la cuisine, son visage pâle comme du parchemin. Michael et Jennifer échangeaient des regards inquiets tandis que le bébé Tommy gazouillait sans se soucier de rien dans sa chaise haute. Qu'est-ce qu'il voulait dire par bien volé? La voix de Mélissa s'est brisée, le ton confiant d'auparavant complètement disparu. J'ai ramassé le téléphone là où il était tombé et l'ai posé soigneusement sur la table d'appoint. Mes mains étaient plus stables maintenant, plus stables qu'elles ne l'avaient été depuis des années. Le fait d'entendre cette panique dans la voix de Bill Patterson avait réveillé en moi quelque chose qui dormait depuis bien trop longtemps. Arthur, réponds-moi. Mélissa s'est approchée, ses yeux allant de moi au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai regardé un long moment. Cette femme qui venait de vendre 15 ans de souvenirs sans une seconde pensée. Comment expliquer à quelqu'un qui n'a jamais valorisé quoi que ce soit au-delà de son utilité immédiate que certaines possessions portent le poids de vies entières? Cette voiture, ai-je dit doucement, n'était pas n'importe quel Eldorado de 1967. Qu'est-ce que tu veux dire? A demandé Michael, se tortillant mal à l'aise sur sa chaise. J'ai fermé les yeux et me suis laissé dériver jusqu'en 1992, 13 ans après avoir hérité de la Cadillac de mon père. J'avais 45 ans à l'époque,
Encore assez jeune pour ramper sous les voitures sans que mon dos ne hurle de protestation. Encore assez naïf pour croire que partager mes passions avec ma famille nous rapprocherait. J'étais dans le garage ce samedi matin-là, en train de remplacer les joints du carburateur, quand j'ai trouvé l'enveloppe cachée derrière la boîte à gants. Mon nom y était écrit de l'écriture soignée de mon père, pour Arthur, quand tu seras prêt à comprendre. À l'intérieur se trouvaient des papiers que je n'avais jamais vus auparavant, de la documentation de l'usine Cadillac de Détroit, des lettres d'ingénieur. Plus important encore, un certificat d'authenticité qui a fait trembler mes mains en le lisant. L'Eldorado de 1967 de mon père n'était pas n'importe quel Eldorado. C'était l'une des 12 seules jamais construites avec un pack moteur spécial haute performance que Cadillac avait développé, mais jamais officiellement commercialisé. Le pack avait été un projet secret, assemblé à la main pour un groupe restreint de cadres de Cadillac et de journalistes automobiles. Chaque voiture était essentiellement un prototype valant exponentiellement plus qu'une Eldorado standard. Mais mon père ne me l'avait jamais dit. Il avait gardé ce secret jusqu'à sa mort, me laissant le découvrir des années plus tard, quand je serais assez mûr pour gérer la responsabilité qui accompagnait une telle connaissance. Papa. La voix de Michael m'a ramené au présent. Tu nous fais peur. Qu'est-ce que cette voiture a de si spécial? J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé mon fils, cet homme de 42 ans qui n'avait jamais montré le moindre intérêt pour quoi que ce soit qui me tenait à cœur. Combien de fois avais-je essayé de partager mes connaissances automobiles avec lui? Combien de samedis matins l'avais-je invité au garage pour qu'il me dise qu'il avait des choses plus importantes à faire? Ton grand-père, ai-je commencé, ma voix se renforçant à chaque mot, était plus qu'un simple mécanicien. C'était ce qu'on appelait un chuchoteur de voiture à son époque. Cadillac le consultait sur des projets spéciaux. Jennifer a ricané. Papy était mécanicien dans un garage local. Je me souviens que tu nous l'as dit. Il l'était, mais il était aussi l'un des spécialistes de moteurs les plus respectés de la côte est. Cadillac l'a fait venir à Détroit 6 fois en 1967 pour travailler sur un projet secret. Les yeux de Mélissa se sont plissés. Tu n'as jamais mentionné ça avant. J'ai essayé. Pendant des années, j'ai essayé de vous parler de l'histoire de la voiture, de ce qui la rendait spéciale. Mais chaque fois que j'abordais le sujet, vous changiez de conversation ou me disiez que j'ennuyais tout le monde avec mes histoires de voiture. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception de Tommy qui babillait tout seul. Je pouvais voir le doute sur leur visage, la supposition que j'inventais tout ça pour justifier mon attachement à une vieille voiture. Le moteur de cette Cadillac, ai-je continué, n'était pas le 428 standard. C'était une version modifiée qui produisait 60 chevaux de plus que tout ce que Cadillac vendait officiellement cette année-là. Seules 12 voitures ont été construites avec ce moteur. Comment sais-tu tout ça? A demandé Michael, son scepticisme évident. J'ai souri pour la première fois de la journée. Parce que j'ai passé les 30 dernières années à faire des recherches. Parce que j'ai été en contact avec les autres propriétaires. Parce qu'il y a 3 ans, un collectionneur en Californie m'a offert 250 000 $ pour cette voiture, et j'ai refusé. Le chiffre a frappé la pièce comme un coup physique. Mélissa a même reculé, s'agrippant au cadre de la porte pour se soutenir. 250 000, a-t-elle chuchoté. La dernière qui s'est vendue aux enchères est partie pour 320 000 $. C'était il y a 18 mois. Je me suis levé lentement, mes vieux os craquants, et je me suis dirigé vers la porte du garage. Mais ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'a jamais été. J'ai ouvert la porte et suis entré dans le garage vide, respirant l'odeur persistante d'huile de moteur et de souvenirs. Derrière moi, je pouvais entendre ma famille me suivre, leurs pas hésitants sur le sol en béton. C'est ici que j'ai passé tous les dimanches matins des 10 dernières années, ai-je dit, passant ma main sur l'établi où mes outils étaient encore organisés exactement comme je les avais laissés. Pas parce que je devais le faire, mais parce que je le voulais. Parce que l'entretien de cette voiture, c'était comme entretenir un lien avec mon père. J'ai ouvert un tiroir de l'établi et j'en ai sorti un épais dossier, ses bords usés par des années de manipulation. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des documents, de la correspondance avec d'autres collectionneurs et des dossiers d'entretien détaillés remontant à 40 ans. Il a tout gardé, ai-je dit en leur montrant des photos de mon père travaillant sur le moteur de la Cadillac aux côtés d'hommes en uniforme d'ingénieur de Cadillac. Chaque vidange d'huile, chaque réparation, chaque modification, il a tout documenté parce qu'il savait qu'un jour ça compterait. Jennifer a pris l'une des photographies, plissant les yeux devant l'horodatage. Octobre 1967.
C'est vraiment papy. C'est lui, travaillant avec l'équipe de Cadillac sur les derniers réglages du moteur avant la livraison, ai-je indiqué, montrant une version plus jeune de mon père, les manches retroussées, le visage intense de concentration. Il était fier de ce travail, mais il ne s'en est jamais vanté. Ce n'était pas son genre. Mélissa feuilletait frénétiquement la documentation, son visage devenant plus pâle à chaque page. « Arthur, pourquoi ne m'as-tu jamais montré ces papiers ?» Je me suis tourné vers elle. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas essayé d'adoucir mes mots. Parce que tu n'as jamais demandé. Parce que chaque fois que j'ai essayé de parler de la voiture, tu as clairement montré que tu pensais que c'était une perte de temps. Parce que tu as traité mes centres d'intérêt comme des passe-temps stupides qui n'avaient pas d'importance. La vérité flottait dans l'air entre nous comme la fumée d'un feu qui couvait depuis des décennies. Je pouvais voir le moment exact où Mélissa a réalisé ce qu'elle avait fait, où l'ampleur de son erreur a finalement pénétré sa conscience. « Mais ce n'est qu'une voiture », a-t-elle dit faiblement, bien que sa voix manque de conviction. « Non », ai-je dit fermement. « C'est de l'histoire. C'est de l'artisanat. C'est la dernière chose sur laquelle mon père et moi avons travaillé ensemble avant qu'il ne soit trop malade pour venir au garage. » J'ai fermé le dossier et l'ai tenu contre ma poitrine. C'est tout ce que tu n'as jamais pris la peine de comprendre à mon sujet. Mon téléphone a de nouveau sonné. Le numéro de Bill Patterson. Cette fois, quand j'ai répondu, sa voix était plus calme mais urgente. « Monsieur Stevenson, je dois vous demander de venir ici immédiatement. La police veut vous parler de la documentation de propriété de ce véhicule. Il y a des irrégularités dont ils ont besoin de discuter. » J'ai regardé Mélissa, dont le visage était passé du pâle au gris. « Quel genre d'irrégularité ? Monsieur, avez-vous personnellement signé le transfert de titre ? Parce que la signature sur ces documents ne correspond pas à la signature sur votre permis de conduire. » Le téléphone a de nouveau glissé de ma main, mais cette fois je l'ai laissé tomber. Derrière moi, j'ai pu entendre la brusque inspiration de Mélissa, le son de quelqu'un qui venait de réaliser que son plan astucieux avait franchi une ligne qu'elle n'avait jamais eu l'intention de franchir. Pour la première fois en 38 ans de mariage, j'ai vraiment vu ma femme clairement. Et ce que j'ai vu, c'était une étrangère qui vivait dans ma maison, prenant des décisions sur ma vie, me traitant comme un obstacle à gérer plutôt qu'un partenaire à respecter. La police arrivait et tout allait changer. Le trajet jusqu'à Patterson Classic Cars m'a semblé être les 20 minutes les plus longues de ma vie. Mélissa était assise, rigide, sur le siège passager, ses mains si crispées sur ses genoux que ses jointures étaient devenues blanches. Elle n'avait pas dit un mot depuis que nous avions quitté la maison, mais je pouvais presque entendre son esprit tourner à toute vitesse, essayant de trouver comment se sortir du pétrin qu'elle avait créé. Michael avait insisté pour nous suivre dans sa propre voiture, emmenant Jennifer et le bébé. Je leur avais dit que ce n'était pas nécessaire, mais mon fils avait développé cette habitude au fil des ans de me traiter comme si je ne pouvais pas gérer seul les situations importantes. Aujourd'hui, pour la première fois, j'étais reconnaissant de son ingérence. J'avais le sentiment que j'allais avoir besoin de témoins pour ce qui allait se passer. Patterson Classic Cars se trouvait à la périphérie de la ville, un immense terrain rempli d'automobiles anciennes immaculées qui brillaient sous le soleil de l'après-midi. J'étais passé devant cet endroit d'innombrables fois au fil des ans, ralentissant toujours pour admirer l'inventaire, mais je n'avais jamais eu de raison de m'arrêter. Bill Patterson avait la réputation de ne traiter que les voitures classiques les plus exceptionnelles, le genre que les collectionneurs sérieux se disputaient aux enchères. En arrivant sur le parking, j'ai immédiatement vu ma Cadillac. Elle était à l'écart des autres véhicules, entourée de 3 voitures de police et d'un petit groupe de personnes en costume. Même de loin, elle était magnifique, sa peinture bleu nuit captant la lumière comme du métal liquide, ses pare-chocs chromés brillants comme des miroirs. Pendant un instant, mon cœur s'est gonflé de fierté de voir à quel point elle était encore belle après toutes ces années. Puis j'ai vu l'attention sur les visages des gens rassemblés autour d'elle, et la réalité m'est revenue en pleine face. Bill Patterson s'est approché de notre voiture avant même que nous ayons fini de nous garer. C'était un homme grand et mince, la soixantaine, avec des cheveux grisonnants et des yeux inquiets derrière des lunettes à monture métallique. Son air habituellement confiant, celui que l'on attend de quelqu'un qui vend des automobiles à 6 chiffres, avait été remplacé par une panique à peine maîtrisée. « Monsieur Stevenson », a-t-il dit alors que je sortais de la voiture. « Merci d'être venu si vite. Je crains que nous n'ayons une situation très sérieuse ici.
L'inspectrice Maria Santos s'est présentée avec une poignée de main ferme et un contact visuel direct qui m'a donné l'impression qu'elle pouvait voir à travers mon âme. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 45 ans, avec des traits fins et une intensité qui suggérait qu'elle ne perdait pas de temps en politesse. Monsieur Stevenson, je dois vous poser quelques questions directes sur la vente de ce véhicule. Avez-vous personnellement autorisé votre femme à vendre cette voiture? J'ai jeté un coup d'œil à Melissa, qui se tenait derrière moi comme si elle essayait de se rendre invisible. Non, je ne l'ai pas fait. Étiez-vous au courant qu'elle prévoyait de la vendre? Non, j'ai appris la vente après qu'elle ait eu lieu. L'inspectrice Santos a hoché la tête, prenant des notes dans un petit carnet. Monsieur Patterson, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer à Monsieur Stevenson ce qui s'est passé lorsque vous avez tenté d'enregistrer le transfert de titre? Bill Patterson s'est passé nerveusement la main dans les cheveux. Quand j'ai soumis les documents au DMV, ils ont immédiatement signalé le titre. La signature ne correspondait pas à votre signature dans leur dossier. Et quand ils ont passé le numéro de série dans leur base de données, il est revenu avec des classifications inhabituelles. Quel genre de classification? Ai-je demandé, bien que je soupçonne que je connaissais déjà la réponse. Monsieur Stevenson, a dit l'inspectrice Santos. Ce véhicule est enregistré auprès du Registre national des véhicules historiques comme un artefact automobile significatif. Les voitures avec cette désignation nécessitent une documentation spéciale pour tout transfert de propriété. Le DMV est tenu de vérifier que les ventes sont légitimes et que les véhicules ne sont pas volés ou vendus sous de fausses déclarations. J'ai ressenti une vague de justification mêlée de tristesse. Mon père avait enregistré la voiture au registre historique en 1985, s'assurant que son importance serait préservée pour les générations futures. C'était l'une des nombreuses choses qu'il avait faites pour protéger l'héritage de la Cadillac, l'une des nombreuses choses que j'avais essayé d'expliquer à ma famille au fil des ans. De plus, a poursuivi l'inspectrice, notre enquête a révélé que ce véhicule particulier a fait l'objet de nombreuses demandes de la part de collectionneurs et de musées au cours de la dernière décennie. Sa valeur estimée est nettement supérieure au prix de vente que votre femme a négocié. Melissa a finalement trouvé sa voie. Je ne savais rien de tout ça. Arthur ne m'a jamais dit que la voiture valait autant d'argent. Je me suis tourné pour la regarder et la colère qui montait en moi depuis des heures a finalement éclaté. J'ai essayé de te le dire, Melissa, pendant 10 ans, j'ai essayé de partager ça avec toi. Chaque fois que je mentionnais l'histoire de la voiture, tu levais les yeux au ciel et changeais de sujet. Tu as clairement montré que tu pensais que mes centres d'intérêt étaient stupides et ennuyeux. Ce n'est pas vrai, a-t-elle protesté, mais sa voix manquait de conviction. N'est-ce pas? J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes photos jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais. Voici une photo que j'ai prise il y a 3 mois d'une lettre que j'ai reçue du Peterson Automotive Museum de Los Angeles. Il voulait présenter la Cadillac dans une exposition spéciale sur les véhicules prototypes. Je t'ai montré cette lettre, et tu sais ce que tu as dit? Le visage de Melissa est devenu rouge. Elle s'en souvenait. Tu as dit, c'est bien, chérie, et tu es retourné regarder ton émission de télévision. Tu n'as même pas regardé la lettre. Tu ne regardes jamais rien de ce qui compte pour moi. Michael s'est avancé, le visage pâle alors qu'il réalisait la situation. Papa, tu veux dire que cette voiture vaut plus de 40 000 $? L'inspectrice Santos a répondu avant que je ne le puisse. M. Stevenson, d'après les résultats récents des enchères pour des véhicules similaires, la valeur estimée de votre voiture se situe entre 250 000 $ et 400 000 $. Le chiffre a frappé ma famille comme un coup physique. Jennifer a même laissé échapper un cri. Michael a reculé et a dû s'appuyer contre sa voiture pour se soutenir. Melissa avait l'air sur le point de s'évanouir. 400 000, a murmuré Michael. Le dernier véhicule comparable s'est vendu à Barrett Jackson pour 375 000 $, a ajouté Bill Patterson. Et celui-là n'était pas en aussi bon état que la voiture de votre père. J'ai regardé ma famille absorber cette information. J'ai vu le moment exact où ils ont réalisé l'ampleur de ce qui avait été perdu. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas leur choc face à l'argent. C'était leur choc que j'ai su quelque chose qu'ils ignoraient. Pour la première fois depuis des années, ils me regardaient comme si j'avais peut-être des connaissances précieuses qui valaient la peine d'être écoutées. Monsieur Stevenson, a dit l'inspectrice Santos, je dois poser quelques questions à votre femme sur la manière dont elle a eu accès aux titres de propriété et aux documents d'immatriculation. Les mains de Melissa se sont mises à trembler.
Arthur garde tous les papiers de la voiture dans le tiroir de son bureau. Je les ai juste pris quand j'en avais besoin. Avez-vous tenté de falsifier sa signature sur le transfert de titre? Je pensais. La voix de Mélissa s'est éteinte alors qu'elle réalisait qu'il n'y avait pas de bonne façon de répondre à cette question. Madame, j'ai besoin d'une réponse par oui ou par non. Avez-vous signé le nom de votre mari sur des documents légaux sans sa permission? Mélissa a regardé autour d'elle désespérément, comme si elle cherchait quelqu'un pour la sauver des conséquences de ses actes. Ses yeux se sont posés sur moi, suppliants et paniqués. Pendant 38 ans, j'avais été son filet de sécurité. Chaque fois qu'elle faisait une erreur, chaque fois qu'elle agissait impulsivement, chaque fois qu'elle avait besoin de quelqu'un pour réparer ses dégâts, j'avais été là. J'avais arrangé les choses, trouvé des excuses, couvert son mauvais jugement. Mais debout là, sur ce parking, regardant ma belle Cadillac, entourée de voitures de police, quelque chose de fondamental a changé en moi. Je n'allais pas la sauver cette fois. Je n'allais pas prétendre que ce qu'elle avait fait était acceptable juste pour maintenir la paix dans la famille. Oui, a finalement chuchoté Mélissa. J'ai signé son nom. L'inspectrice Santos a refermé son carnet d'un coup sec. Madame Stevenson, je crains de devoir vous informer que vous pourriez faire face à des accusations de faux et usage de faux et de vol. Vous devrez m'accompagner au poste pour répondre à quelques questions supplémentaires. En regardant ma femme de 38 ans être conduite vers une voiture de police, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des décennies. La satisfaction de voir la vérité enfin reconnue. Pendant des années, j'avais été méprisé, ignoré, traité comme si mes pensées et mes sentiments n'avaient pas d'importance. Maintenant, soudainement, tout le monde prêtait attention. Bill Patterson s'est approché de moi alors que les voitures de police s'éloignaient. Monsieur Stevenson, je veux que vous sachiez que la vente est évidemment nulle. Votre voiture restera en ma possession jusqu'à ce que cette affaire juridique soit résolue. Mais elle est en sécurité ici. J'ai hoché la tête, regardant la Cadillac une dernière fois. Demain, je la retrouverai là où elle devait être. Mais plus important encore, j'aurais retrouvé quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps. Le respect de ma famille. Que je le veuille encore ou non était une toute autre question. La maison me semblait différente quand je suis rentré seul ce soir-là. Mélissa était encore au poste de police, et Michael avait ramené Jennifer et le bébé chez eux, promettant de m'appeler plus tard, après avoir tout digéré. J'ai traversé des pièces qui avaient été remplies de voix et d'activités quelques heures plus tôt, et le silence était à la fois troublant et étrangement paisible. Je me suis préparé un dîner simple, des œufs brouillés et du pain grillé, le genre de repas que Mélissa critiquait toujours comme de la nourriture de célibataire, et je me suis assis à la table de la cuisine avec le dossier de documents sur la Cadillac étalé devant moi. Pour la première fois depuis des années, je pouvais regarder ces papiers sans avoir à expliquer ou justifier leur importance à qui que ce soit. Le téléphone a sonné à 20h30. Le nom de Michael est apparu sur l'écran. « Papa, comment tu tiens le coup ? » « Je vais bien, mon fils. » Et étonnamment, c'était le cas. « Et ta mère ? » Elle est assez secouée. La police l'a relâchée il y a quelques heures, mais elle doit comparaître au tribunal la semaine prochaine. Michael a fait une pause et je l'ai entendu prendre une profonde inspiration. « Papa, je dois te demander quelque chose et je veux que tu sois honnête avec moi. » « D'accord. As-tu vraiment essayé de nous parler de la voiture, de sa valeur ? » Je me suis penché en arrière dans ma chaise, pensant à toutes les conversations que nous n'avions jamais vraiment eues, toutes les fois où j'avais commencé à partager quelque chose d'important pour être ensuite méprisé ou ignoré. Michael, il y a 3 ans à Noël, j'ai descendu un livre sur les prototypes de Cadillac. J'ai passé 20 minutes à te montrer des photos de voitures comme la mienne, à t'expliquer les moteurs spéciaux, les numéros de production limités. Tu te souviens de ce que tu as dit ? Silence à l'autre bout de la ligne. Tu as dit, c'est intéressant, papa. Et puis tu as immédiatement commencé à parler de ta promotion au travail. Tu as toujours fait ça, mon fils. Vous tous. Chaque fois que j'essaie de partager quelque chose qui compte pour moi, vous trouvez un moyen de réorienter la conversation vers quelque chose que vous jugez plus important. Je me souviens de ce Noël. Je pensais que tu me montrais juste de vieilles photos de voitures. Ce n'était pas juste de vieilles photos de voitures. C'était de la documentation sur l'histoire de l'automobile, la preuve de pourquoi ma voiture était spéciale. J'ai sorti un des articles du dossier,
un article de Hemming Motor News qui présentait un reportage de 2 pages sur les prototypes d'Eldorado. J'ai essayé de partager cette passion avec toi et ta sœur pendant des décennies, mais aucun de vous n'a jamais voulu écouter. Michael est resté silencieux un long moment. Quand il a repris la parole, sa voix semblait différente, plus petite en quelque sorte. Papa, je commence à réaliser qu'on n'a peut-être pas été très bon pour t'écouter sur beaucoup de choses. Cet aveu flottait entre nous comme un pont qu'aucun de nous n'était tout à fait prêt à traverser. Je voulais lui dire que ce n'était pas grave, que nous pouvions recommencer, que les familles font des erreurs et en tirent des leçons. Mais les mots ne venaient pas. La blessure était trop profonde. S'était accumulée pendant trop d'années. Ta mère a pris ses papiers de mon bureau sans demander, ai-je dit à la place. Elle a falsifié ma signature sur des documents légaux. Elle a vendu quelque chose qui m'appartenait sans que je le sache ou que je sois d'accord. Ce ne sont pas des erreurs, Michael. Ce sont des choix. Je sais, mais papa, c'est la famille. On doit trouver un moyen de surmonter ça. Famille. Le mot qui avait été utilisé pour justifier tant d'années de mépris et de manque de respect. L'excuse qui était censée tout rendre acceptable parce que nous partagions le même nom de famille. Michael, puis-je te demander quelque chose? Quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour parler? Pas parce que tu avais besoin de quelque chose. Pas parce que ta mère t'a dit de prendre de mes nouvelles, mais juste parce que tu voulais entendre ma voix. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Je ne me souviens pas, a-t-il finalement admis. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois ce que je faisais de mes journées, mes centres d'intérêt, mes pensées sur quoi que ce soit qui comptait pour moi? Papa, s'il te plaît, non. Quand est-ce que l'un d'entre vous m'a traité comme une personne digne d'être connue au lieu d'un vieil homme qui devait être géré et protégé de ses propres décisions? J'ai entendu la brusque inspiration de Michael. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre de la cuisine, regardant l'allée vide où la Cadillac aurait dû être garée. Depuis 5 ans, vous prenez tous des décisions pour moi. Ce que je devrais conduire, où je devrais vivre, comment je devrais dépenser mon argent, quels passe-temps sont appropriés pour quelqu'un de mon âge. Vous m'avez traité comme si j'étais incompétent, comme si mes 70 ans d'expérience de vie ne comptaient pour rien. On essayait d'aider. Non, Michael, vous essayez de contrôler. Il y a une différence. Le lendemain matin a apporté des visiteurs inattendus. J'étais dans mon atelier du garage, en train d'organiser mes outils et d'essayer de restaurer un semblant de normalité dans ma routine, quand j'ai entendu des voitures arriver dans l'allée. Par la fenêtre, j'ai pu voir 2 véhicules que je ne reconnaissais pas, une BMW argentée et un pick-up rouge. La sonnette a retenti et je l'ai ouverte pour trouver 3 personnes que je n'avais jamais rencontrées. Un homme âgé avec une barbe soigneusement taillée, une femme d'âge mûr aux yeux intelligents, et un homme plus jeune qui ressemblait à un mécanicien d'après ses vêtements de travail. Monsieur Stevenson, a demandé l'homme plus âgé. Je suis Robert Chen. Je crois comprendre que vous possédez un prototype d'Eldorado de 1967. Je suis désolé, comment avez-vous? Les nouvelles vont vite dans le milieu des collectionneurs de voitures, a dit la femme en tendant la main. Je suis le docteur Sarah Martinez de la Fondation du patrimoine automobile. Voici Tommy Ritchie, l'un des meilleurs spécialistes de la restauration de la côte est. Robert Chen a souri d'un air désolé. M. Stevenson, j'espère que vous ne nous en voudrez pas de cette intrusion, mais quand nous avons entendu que votre voiture était apparue à la vente, nous devions vous contacter. Je cherche l'un de ces prototypes depuis 15 ans. Vous en cherchez un? J'en possède 2 des 11 autres, a-t-il expliqué. J'essaie de documenter l'histoire des 12 voitures pour un livre que j'écris sur les projets secrets de Cadillac. Votre voiture est l'exemple le plus complet que nous ayons trouvé. Le docteur Martinez a sorti une tablette et m'a montré des photos de voitures classiques magnifiquement restaurées dans des musées. Monsieur Stevenson, la Fondation du patrimoine automobile préserve des véhicules importants pour les générations futures. Nous aimerions discuter de la possibilité de présenter votre voiture dans notre collection permanente. Je les ai invités à entrer, tout en digérant le fait que des étrangers en savaient plus sur la situation actuelle de ma voiture que ma propre famille n'en avait jamais su sur son importance historique. Assis dans mon salon, ils m'ont raconté des histoires sur les autres propriétaires de prototypes, sur le réseau de passionnés qui suivaient ces véhicules rares depuis des décennies. Votre père, a dit Robert Chen, consultant des notes sur son téléphone, correspondait avec mon ami Harold Weinstein dans les années 1980.
Harold possède la voiture numéro 7. Ils ont échangé des dossiers d'entretien détaillés et des photographies. Il m'a montré des copies de lettres écrites de l'écriture soignée de mon père, discutant de détails techniques sur les moteurs spéciaux, partageant des informations sur la disponibilité des pièces et les techniques de restauration. C'était comme découvrir toute une facette de la vie de mon père que je n'avais jamais connue. Il était très respecté dans notre communauté, a ajouté le docteur Martinez. Sa documentation sur les spécifications du prototype a été essentielle pour nous aider à comprendre les différences d'ingénierie entre ces voitures et les modèles de production standard. Tommy Ritchie s'est penché en avant, les yeux brillants d'enthousiasme. Monsieur Stevenson, je travaille sur des Cadillacs classiques depuis 30 ans, et je n'en ai jamais vu une aussi méticuleusement entretenue que la vôtre. Le compartiment moteur est absolument impeccable. Chaque composant est soit d'origine, soit correctement restauré à l'aide de techniques d'époque. J'ai ressenti une vague de fierté qui n'avait rien à voir avec l'argent ou le prestige. Ces gens comprenaient ce que j'essayais d'expliquer à ma famille depuis des années. Que la Cadillac représentait quelque chose de plus grand qu'un simple moyen de transport. C'était un morceau de l'histoire de l'automobile, un témoignage de l'artisanat, un lien avec une époque où les voitures étaient construites à la main avec une attention portée à chaque détail. Monsieur Stevenson, a dit prudemment Robert Chen. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de demander, mais nous avons entendu par le réseau de collectionneurs que votre voiture a failli être vendue hier. Tout va bien? Je me suis retrouvé à leur raconter toute l'histoire, la vente de Melissa, l'implication de la police, le manque total de compréhension de ma famille sur ce qu'ils avaient failli perdre. Ces étrangers ont écouté avec le genre d'attention que ma propre famille n'avait jamais montré, posant des questions réfléchies et exprimant un choc sincère sur la façon dont la voiture avait failli disparaître entre de mauvaises mains. Le concessionnaire qui l'a acheté, a dit Tommy Ritchie en secouant la tête, il n'avait aucune idée de ce qu'il obtenait. S'il avait essayé de la modifier ou de la vendre à quelqu'un qui ne comprenait pas son importance. Ça aurait été une tragédie, a terminé le docteur Martinez. Ces voitures sont des pièces irremplaçables de l'histoire de l'automobile. Quand ils sont partis 1 heure plus tard, chacun m'a tendu sa carte de visite et m'a fait promettre d'appeler si jamais je voulais entrer en contact avec d'autres collectionneurs ou si j'avais besoin de conseils sur l'entretien de la voiture. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir eu une conversation avec des gens qui me voyaient comme quelqu'un de compétent et d'intéressant plutôt que comme un vieil homme au centre d'intérêt dépassé. En regardant leur voiture disparaître dans la rue, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident depuis longtemps. J'avais vécu avec les mauvaises personnes. Pendant des décennies, j'avais essayé de forcer ma famille à apprécier des choses qu'ils ne comprendraient jamais. Alors qu'il y avait toute une communauté de gens qui partageaient mes passions et respectaient mon expertise. Ce soir-là, Melissa est rentrée de chez sa sœur, où elle séjournait depuis sa sortie du poste de police. Elle avait l'air épuisée et vaincue, son air habituellement confiant remplacé par quelque chose que j'avais rarement vu en elle. L'incertitude. Arthur, dit-elle doucement. Nous devons parler. Je levai les yeux du magazine de voitures de collection que je lisais, celui que Robert Chen m'avait laissé avec un article sur les véhicules prototypes qui incluait une mention du travail de documentation de mon père. D'accord, dis-je. Parlons. Melissa s'assit en face de moi à notre table de cuisine, la même table où elle avait annoncé la vente de ma Cadillac à peine 2 jours plus tôt. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, et pour la première fois en 38 ans de mariage, elle avait l'air sincèrement incertaine d'elle-même. Je sais que tu es en colère, commença-t-elle, sa voix à peine un murmure. Je sais que j'ai fait une terrible erreur. Je posai le magazine de collection et étudiai son visage. La femme qui avait toujours été si sûre de ses décisions, si prompte à rejeter mes préoccupations, semblait maintenant petite et vulnérable. Une partie de moi, celle qui avait passé des décennies à essayer de maintenir la paix dans notre foyer, voulait la réconforter, lui dire que tout irait bien. Mais je ne pouvais pas. Pas cette fois. Une erreur, répétai-je lentement. C'est comme ça que tu appelles le fait de falsifier ma signature, de prendre ma propriété sans permission, de vendre quelque chose qui signifiait tout pour moi. Ses yeux s'emplirent de larmes. Je ne savais pas que ça signifiait tout pour toi. Tu ne l'as jamais dit. Je l'ai dit tous les jours pendant 10 ans. Les mots sortirent plus durement que je ne l'avais prévu, mais je ne les adoucis pas, chaque fois que je travaillais sur cette voiture, chaque fois que je parlais de son histoire, chaque fois que j'essayais de partager ce qu'elle représentait pour moi, tu as choisi de ne pas écouter. Melissa s'essuya les yeux avec un mouchoir. Je pensais que c'était juste un passe-temps, quelque chose pour t'occuper à la retraite.
Non, Mélissa, tu pensais que c'était un inconvénient. Tu pensais que mes centres d'intérêt étaient stupides et que mes connaissances ne valaient rien. Je me penchai en avant, la regardant droit dans les yeux. Et tu n'étais pas la seule. Avant qu'elle ne puisse répondre, la sonnette retentit. Par la fenêtre de devant, je pouvais voir la voiture de Michael dans l'allée ainsi qu'un autre véhicule que je ne reconnaissais pas. Quand j'ouvris la porte, je trouvai Michael debout à côté d'une femme bien habillée avec une mallette. « Papa » dit Michael, sa voix tendue. « Voici Patricia Holloway, l'avocate de maman. Nous devons discuter de la situation juridique. » Patricia Holloway était une femme d'une cinquantaine d'années aux yeux vifs qui dégageait le genre de confiance que l'on acquiert après des années à sortir les gens de situations difficiles. Elle me serra fermement la main et me demanda si nous pouvions nous asseoir pour parler. « Monsieur Stevenson, dit-elle une fois que nous fûmes tous assis dans le salon. Votre femme m'a fait part des circonstances entourant la vente de votre véhicule. Je comprends qu'il y a eu un malentendu sur la propriété et l'autorisation. » Il n'y a eu aucun malentendu, dis-je calmement. Ma femme a volé ma voiture et a falsifié ma signature pour la vendre. Ce sont des faits, pas des malentendus. Les sourcils de Patricia se haussèrent légèrement. Monsieur Stevenson, je pense que nous pouvons résoudre cette affaire sans impliquer le système de justice pénale. Votre femme a commis une erreur de jugement, mais ses intentions n'étaient pas malveillantes. Elle croyait sincèrement aider en liquidant un actif qui semblait inutilisé. Je faillis rire du langage juridique prudent qu'elle utilisait pour décrire le vol et le faux. Mademoiselle Holloway, savez-vous combien vaut cette voiture? Je comprends qu'elle a plus de valeur qu'on ne le pensait initialement. Oui, entre 250 000 et 400 000 $. Ma femme a liquidé un actif d'une valeur supérieure à celle de notre maison sans prendre la peine de savoir ce qu'il valait réellement. Michael se tortilla sur sa chaise. Papa, on a tous fait des suppositions. On aurait dû poser plus de questions. Vous auriez dû écouter les réponses que je vous donnais depuis des années. Patricia ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs documents. Monsieur Stevenson, j'ai préparé des documents qui pourraient aider à résoudre cette situation à l'amiable. Si vous êtes prêt à signer une déclaration indiquant qu'il s'agissait d'un malentendu familial plutôt que d'un vol intentionnel, le procureur pourrait être disposé à abandonner les charges contre votre femme. Je regardai le papier qu'elle tenait, puis le visage plein d'espoir de Mélissa, puis l'expression anxieuse de Michael. Il me demandait de mentir, de prétendre que des années de mépris et de manque de respect n'avaient été qu'un malentendu, de protéger Mélissa des conséquences de ses actes en assumant la responsabilité de ses choix. Non, dis-je doucement. Patricia cligna des yeux. Pardon? Non, je ne signerai pas ces papiers. Je ne mentirai pas pour protéger quelqu'un qui m'a montré un tel manque de respect. Arthur, s'il te plaît, dit Mélissa, de nouvelles larmes commençant à couler. Je suis ta femme. On peut s'en sortir. Vraiment, demandai-je. Allons-nous vraiment nous en sortir? Ou vas-tu recommencer à ignorer tout ce que je dis dès que cette crise sera passée? La pièce tomba dans le silence. Patricia jeta un coup d'œil entre Mélissa et moi, reconnaissant clairement qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple vente de voiture qui avait mal tourné. M. Stevenson, dit-elle prudemment, que faudrait-il pour que vous envisagiez de régler cette affaire en privé? Je pensais à Robert Chen, au docteur Martinez et à Tommy Ritchie, des gens qui avaient passé une heure chez moi et montré plus d'intérêt pour mes connaissances et mon expertise que ma propre famille ne l'avait fait en des années. Je pensais à la communauté de collectionneurs qui suivait ma voiture depuis des décennies, qui comprenait son importance d'une manière que ma famille ne comprendrait jamais. Je veux récupérer ma voiture, évidemment. Je veux qu'on reconnaisse que ce qui m'a été fait était mal, pas seulement un malentendu. Et je veux l'assurance que rien de tel ne se reproduira jamais. Bien sûr, dit rapidement Mélissa. Arthur, je te promets. Je n'ai pas fini. Je me tournai vers Michael. Je veux aussi de l'honnêteté sur autre chose. Quelque chose que j'ai découvert hier. Le visage de Michael pâlit. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me dirigeai vers la cuisine et revins avec une petite boîte en bois que j'avais trouvée en fouillant dans mon atelier la veille. À l'intérieur se trouvaient des reçus, des garanties et de la documentation pour divers outils et équipements qui avaient disparu de mon garage au cours des 5 dernières années. Mon rabot Stanley de 1947, celui qui appartenait à mon grand-père. Où est-il? La bouche de Michael s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Mon jeu complet de clés Snap-on.
Celle que j'ai achetée en 1973 avec mon premier salaire de la compagnie d'électricité. Où sont-elles? Papa, je peux expliquer. Le coffre à outils ancien que mon père a construit à la main en 1958. J'ai remarqué qu'il manquait le mois dernier. Où est-il, Michael? Le visage de Melissa était devenu complètement blanc. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. On avait besoin d'argent pour les frais médicaux de Jennifer quand Tommy est né, dit Michael misérablement. Maman a suggéré que tu avais beaucoup de vieux outils que tu n'utilisais plus. Et il y a cet antiquaire. Vous me volez depuis des années. Les mots sortirent plats, sans émotion. J'étais au-delà de la colère maintenant, dans cet endroit étrangement calme qui existe de l'autre côté de la trahison. Vous deux. Patricia Holloway se racla la gorge, mal à l'aise. Monsieur Stevenson, peut-être devrions-nous nous concentrer sur l'affaire juridique actuelle. Non, dis-je fermement. C'est exactement ce sur quoi nous devrions nous concentrer. Ce schéma de prendre mes biens sans permission, de me traiter comme si ma propriété appartenait à la famille pour qu'elle en dispose comme bon lui semble. Je sortis mon téléphone et leur montrai les photos que j'avais prises la veille, lors de la visite de Robert Chen et de ses collègues. Des photos d'espaces vides dans mon atelier où des outils auraient dû se trouver, des photos de la documentation que j'avais conservée de chaque article. Je documente ça depuis des mois, me demandant si je perdais la mémoire ou si des choses disparaissaient vraiment. Maintenant, je sais. Michael se cacha le visage dans les mains. Papa, on avait toujours prévu de te le dire. On allait tout remplacer une fois que Jennifer retournerait au travail. Avec quel argent? Vous avez vendu des outils d'une valeur de plusieurs milliers de dollars pour payer des factures médicales, puis vous prévoyez de les remplacer par des versions modernes de qualité inférieure du magasin de bricolage. On ne savait pas qu'ils avaient de la valeur, dit désespérément Melissa. Parce que vous n'avez jamais demandé. Parce que vous avez supposé que tout ce qui était vieux ne valait rien, que tout ce qui me tenait à cœur était superflu. Je les regardais chacun à leur tour. Combien d'autres choses ont disparu que je n'ai pas encore remarquées? Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Patricia Holloway se leva, son sang-froid professionnel finalement fissuré. Monsieur Stevenson, je pense que je dois conseiller à ma cliente que cette conversation devrait s'arrêter ici. Compte tenu de l'ampleur de ce qui est discuté, Madame Stevenson pourrait avoir besoin d'une représentation juridique différente. C'est probablement plus sage, acquiesçai-je, parce que ce n'est plus seulement une question de voiture. Après le départ de Patricia et Michael, Melissa et moi sommes restés seuls dans notre salon pour la première fois depuis le début de toute cette situation. La maison semblait différente maintenant, chargée de vérités qui avaient été cachées pendant trop longtemps. Arthur, dit-elle finalement, qu'est-ce que tu attends de moi? Que dois-je faire pour arranger ça? Je regardais cette femme avec qui j'avais partagé une vie pendant près de 4 décennies, et je réalisais que la question elle-même révélait à quel point elle comprenait peu ce qui avait été brisé entre nous. Je ne pense pas que tu puisses l'arranger, Melissa, dis-je doucement. Je ne pense même pas que tu comprennes ce qui doit être arrangé. Alors aide-moi à comprendre. Je sortis le magazine de voitures de collection que Robert Chen m'avait laissé et l'ouvris à l'article sur les véhicules prototypes. Tu vois ça? Cet article mentionne le travail de mon père dans la documentation de ses voitures. Il le qualifie d'essentiel à la préservation de l'histoire de l'automobile. Il y a des gens dans tout le pays qui connaissent son nom, qui respectent ce qu'il a accompli. Melissa regarda la page, lisant lentement. Hier, 3 étrangers sont venus chez nous parce qu'ils voulaient rencontrer le fils de l'homme qui a aidé à préserver ses voitures. Ils ont passé 1 heure à me poser des questions sur mes connaissances, mes expériences, mes idées. Ils m'ont traité comme si j'avais quelque chose de précieux à offrir. Je refermai le magazine et le mis de côté. Tu as vécu avec moi pendant 38 ans, et tu ne m'as jamais traité une seule fois comme si j'avais quelque chose de précieux à offrir. Tu n'as jamais posé de questions sur le travail de mon père. Jamais montré d'intérêt pour mes connaissances. Jamais reconnu que je pouvais savoir quelque chose qui valait la peine d'être su. Les larmes de Melissa coulaient maintenant librement. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, Arthur. Je n'avais pas réalisé. C'est ça le problème, Melissa. Tu n'as pas réalisé parce que tu ne voulais pas réaliser. C'était plus facile de me rejeter que de prendre le temps de me comprendre. Le téléphone sonna, interrompant notre conversation. C'était l'inspectrice Santos. Monsieur Stevenson,
je voulais vous informer que nous avons terminé notre enquête. Votre véhicule vous sera restitué demain matin. Cependant, je dois vous informer que nous avons découvert d'autres irrégularités dans les documents que votre femme a soumis. Nous pourrions avoir besoin d'étendre notre enquête au-delà de ce simple incident. Je regardai le visage affligé de Mélissa et pris une décision qui me surprit même moi. Inspectrice Santos, j'apprécie votre rigueur, mais je pense qu'un seul cas est suffisant. Ma femme comprend la gravité de ce qu'elle a fait. Je ne pense pas que nous ayons besoin de compliquer davantage les choses. Après avoir raccroché, Mélissa me regarda, choquée. Pourquoi as-tu fait ça? Tu aurais pu. Parce que, dis-je en me levant et en me dirigeant vers le garage, la vengeance ne m'intéresse pas. C'est le respect qui m'intéresse. Et le respect ne peut être forcé ou légiféré. Il doit se mériter. Je fis une pause à la porte du garage et la regardai une dernière fois. La question maintenant est de savoir si tu penses que je vaux l'effort de le mériter. 3 mois plus tard, je me tenais dans mon nouveau garage, regardant la lumière du soleil matinal entrer par les fenêtres et illuminer ma Cadillac Eldorado de 1967. Elle était magnifique dans sa nouvelle maison, une modeste maison de 2 chambres à la périphérie de la ville que j'avais achetée avec l'argent de la vente de la moitié de ma collection d'outils à des collectionneurs sérieux qui appréciaient leur valeur historique. La décision de quitter Mélissa n'avait pas été dramatique ou colérique. Elle avait été calme, méthodique et étonnamment paisible. Après 38 ans à essayer de faire entrer un carré dans un rond, j'avais simplement cessé d'essayer. Les papiers du divorce avaient été signés il y a 6 semaines. Mélissa a gardé la maison et la plupart de nos biens communs. J'ai gardé ma voiture, mes outils restants, et quelque chose de bien plus précieux, ma dignité. Mon téléphone a vibré avec un texto de Robert Chen. Arthur, le comité du concours d'élégance de Pebble Beach a approuvé notre demande. Ton Eldorado sera présenté dans la catégorie des prototypes le mois prochain. C'est un grand honneur. J'ai souri, me souvenant comment Mélissa levait les yeux au ciel chaque fois que je mentionnais les salons automobiles. Juste une bande de vieux qui prétendent que leurs jouets sont importants, disait-elle. Maintenant, mon jouet serait exposé à l'un des événements automobiles les plus prestigieux au monde, reconnu pour son importance historique par des gens qui comprenaient ces choses. La sonnette a retenti, et je l'ai ouverte pour trouver Tommy Ritchie tenant une grande enveloppe manille. « Arthur » a-t-il dit avec un grand sourire. « Tu vas vouloir voir ça. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des photographies d'une vente aux enchères de voitures classiques qui s'était tenue le week-end précédent en Arizona. L'un des autres prototypes d'Eldorado, la voiture numéro 8, selon le système de numérotation de Robert Chen, s'était vendue pour 425 000 $. La tienne est en meilleur état que celle-là, a dit Tommy, s'installant dans le fauteuil confortable que j'avais placé dans le garage pour les visiteurs. Avec la documentation que tu as, les dossiers d'entretien de ton père, la provenance, si jamais tu voulais vendre, tu pourrais probablement en obtenir près d'1 demi-million. J'ai mis les photographies de côté et j'ai passé ma main sur l'aile de la Cadillac. Je ne la vendrai jamais. Je ne pensais pas que tu le ferais, mais c'est bien de savoir ce qu'elle vaut, n'est-ce pas? C'était bien, mais pas pour les raisons que les gens pourraient imaginer. L'argent n'était pas ce qui importait. C'était la validation. Pendant des années, on m'avait dit que mes centres d'intérêt ne valaient rien, que mes connaissances n'étaient pas pertinentes, que mes passions étaient des passe-temps stupides qui n'avaient pas d'importance. Maintenant, j'avais la preuve que j'avais eu raison depuis le début. Tommy a sorti son téléphone et m'a montré des photos d'un rassemblement de voitures classiques auquel il avait assisté le week-end précédent. Il y a un groupe d'entre nous qui se réunit samedi prochain au Peterson Museum à LA. 5 des 12 propriétaires de prototypes seront là. Robert veut vraiment que tu viennes. J'avais assisté à plus d'événements automobiles au cours des 3 derniers mois qu'au cours des 10 années précédentes. Il ne s'agissait pas seulement des voitures. Il s'agissait de la communauté. Ces gens écoutaient quand je parlais. Ils posaient des questions réfléchies sur le travail de mon père, sur les techniques de restauration, sur les différences techniques entre les prototypes et les modèles de production. Ils me traitaient comme un expert parce qu'il s'est avéré que j'en étais un. J'y serai, ai-je dit. Je prévois de conduire la Cadillac là-bas. Elle a besoin d'un bon long voyage. Après le départ de Tommy, j'ai passé l'après-midi dans mon garage, ne travaillant sur rien de particulier, profitant simplement de la paix de mon nouvel espace. Tout ici était à moi, choisi par moi, arrangé par moi, entretenu par moi. Personne ne remettait en question mes décisions ni ne critiquait mes méthodes.
Personne ne me faisait me sentir coupable de passer du temps sur des choses que j'aimais. Le téléphone a sonné vers 16 heures. Le nom de Michael est apparu sur l'écran. Papa, comment tu t'installes? Bien, mon fils. La maison est parfaite pour mes besoins. Je suis passé en voiture hier. Le garage a l'air plus grand que ton ancien. Il est assez grand pour la Cadillac et un véritable atelier. Il y a eu une pause. Michael appelait toutes les quelques semaines depuis la finalisation du divorce. Des conversations maladroites où il essayait de maintenir un lien tout en évitant les vérités inconfortables sur les raisons de mon départ. Papa, je voulais que tu saches que Jennifer et moi avons parlé des outils que nous avons vendus, du fait de ne pas t'avoir écouté. On veut arranger les choses. Comment prévoyez-vous de faire ça? On a trouvé certains des outils de ton grand-père dans des ventes de succession. Pas exactement les mêmes, mais des pièces similaires de la même époque. Et on a retrouvé l'antiquaire qui a acheté ton coffre à outils. Il l'a toujours, et il est prêt à le revendre. J'appréciais l'effort, mais il ne comprenait toujours pas, Michael, ce ne sont pas les outils eux-mêmes qui comptent. C'est ce qu'ils représentaient, le lien avec mon père et mon grand-père, le respect de l'artisanat, la valeur de l'entretien des choses plutôt que de les jeter. Je sais. Je pense que je commence à comprendre ça maintenant. Vraiment? Ou essaies-tu juste d'apaiser ta culpabilité? La question flottait entre nous comme un pont qu'aucun de nous n'était sûr de vouloir traverser. Papa, que puis-je faire? Que devons-nous faire pour mériter ton pardon? Je me suis dirigé vers l'établi où j'avais organisé mes outils restants, ceux qui n'avaient pas été vendus, ainsi que plusieurs nouvelles pièces que j'avais acquises auprès de collectionneurs qui appréciaient leur importance. Chaque outil avait sa place, son but, son histoire. Michael, le pardon n'est pas quelque chose que l'on gagne par de grands gestes ou des achats coûteux. C'est quelque chose qui se développe avec le temps, par un respect et une compréhension constants. Je veux essayer, si tu me le permets. J'ai pensé au dîner solitaire dans ma nouvelle maison. Aux soirées tranquilles sans famille autour. Aux petits-enfants que je voyais rarement. L'indépendance que j'avais gagnée avait un coût, et certains jours, ce coût semblait plus lourd que d'autres. D'accord, ai-je finalement dit. Mais cette fois, on fait les choses différemment. Si tu veux reconstruire notre relation, tu commences par écouter. Vraiment écouter. Pas seulement attendre ton tour pour parler. Je peux le faire. Peux-tu t'asseoir dans mon garage pendant 1 heure pendant que j'explique la différence entre une Eldorado de 1967 et une de 68? Peux-tu regarder mes outils et poser des questions sur leur histoire au lieu de calculer leur valeur de revente? Peux-tu me traiter comme si j'avais des connaissances qui valent la peine d'être apprises au lieu de problèmes qui valent la peine d'être résolus? Oui, je veux apprendre, papa. Je veux comprendre ce qui est important pour toi. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon garage alors que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, créant des motifs de lumière et d'ombre sur le sol en béton. Le silence était complet, à l'exception du bruit lointain de la circulation et du tic-tac de la vieille horloge électrique que j'avais accrochée au mur. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment content. Pas heureux de la manière étourdie et excitée de quelqu'un qui a gagné un prix, mais content de la manière profonde et posée de quelqu'un qui a enfin trouvé sa place dans le monde. Mon téléphone a vibré avec un message du docteur Martinez de la Fondation du patrimoine automobile. Arthur, le conseil d'administration a approuvé votre proposition. Nous serions ravis de vous avoir comme conservateur consultant pour notre collection de véhicules prototypes. Quand pouvez-vous commencer? J'ai souri et j'ai répondu. Que diriez-vous de lundi? Le poste de consultant paierait bien, mais plus important encore, il me donnerait un but. Je travaillerai avec des gens qui appréciaient mon expertise, documentant l'histoire de véhicules importants, aidant à préserver le patrimoine automobile pour les générations futures. C'était exactement le genre de travail que mon père aurait été fier de me voir faire. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai démarré le moteur de la Cadillac et les sorties du garage. Le V8 de 428 pouces cubes a grondé, prenant vie avec le son profond et satisfait d'une mécanique bien entretenue. J'ai conduit lentement dans mon nouveau quartier, les fenêtres baissées, sentant la puissance douce que mon père et ses collègues avaient intégrée à cette machine remarquable. À un feu rouge, un jeune homme dans la voiture à côté de moi a baissé sa vitre et a crié « Belle voiture, monsieur !» De quelle année est-elle? 1967, ai-je répondu. L'une des 12 seules jamais construites comme ça. Ses yeux se sont écarquillés d'intérêt. Vraiment? C'est incroyable.
J'adorerais en savoir plus un de ces jours. Passé à mon garage un samedi matin, ai-je dit en lui tendant l'une des cartes de visite que j'avais fait imprimer pour mon travail de consultant. Je serais heureux de vous raconter toute l'histoire. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que c'était ce que je cherchais depuis le début. Pas seulement des gens qui m'écouteraient, mais des gens qui voulaient écouter. Des gens qui voyaient de la valeur dans la connaissance et respectaient le temps qu'il fallait pour développer une expertise. Je suis retourné dans mon garage et je suis resté un moment avec le moteur en marche, savourant le son et la sensation de la voiture autour de moi. Demain, je conduirai à Los Angeles pour le rassemblement de voitures. La semaine prochaine, je commencerai mon nouveau travail à la Fondation du patrimoine. Le mois prochain, la Cadillac serait exposée à Pebble Beach, appréciée par des milliers de personnes qui comprenaient l'histoire de l'automobile. Mais ce soir, j'étais simplement un homme de 70 ans assis dans son garage avec la voiture de son père, enfin en paix avec les choix qu'il avait faits. J'ai coupé le moteur et je suis resté assis dans le silence soudain, entouré d'outils qui m'appartenaient, dans un espace qui était vraiment le mien, avec un avenir que je définirais selon mes propres termes. Pour la première fois depuis des décennies, je n'attendais pas l'approbation ou la permission de quelqu'un d'autre. J'étais libre.